C'est difficile de faire rentrer une telle vie dans un tout petit temps, mais on va essayer. Déjà, c'est quelqu'un qui a vraiment circonscrit son activité dans l'Orne. Le département était son lieu de vie. Alors là, vous avez ses lieux de vie majeurs, c'est-à-dire qu'il est né entre Pays d'Auge et Pays d'Ouche, qu'il a été d'ailleurs curé dans les mêmes coins. Il a pris l'axe de C puisqu'il a fait le petit et le grand séminaire, et puis il a vraiment fait sa grande partie de vie pastorale à Alençon. Et deux petits encarts, deux petits écarts à Écouché et à Mortagne-au-Perche. Donc on pourrait se dire que c'est une vie ornaise un peu simple. En fait, il a quand même fait beaucoup plus de sillonnage que ça. Donc Peter, que vous aviez à ce micro juste avant, a fait 2 cartes. Et là, ce sont les cartes de ses excursions. Mais uniquement des excursions dont nous avons retrouvé une trace écrite. Donc vous voyez un petit peu que l'abbé avait une forte propension à se déplacer et à observer bien et à ratisser même le territoire. Alors il est né en octobre 1855 donc à Eugon, dans une famille où il était l'aîné et il allait avoir un frère Clément et une sœur Marie-Thérèse. Donc on a un village de 700 habitants avec une famille d'artisans. Son père était menuisier et sa mère gantière, donc gantière à domicile. Vous avez là quelques photos de Eugon avec les charitons, la forêt tout près, et puis les tréfiliers. Il avait des oncles qui travaillaient bien sûr en métallurgie, hein, c'est vraiment le coin là-bas. Et donc une enfance simple, dans les champs, dans un village de 700 habitants. Là, vous avez grosso modo la répartition sociologique du canton de La Ferté-Fresnel en 1855. Donc la majorité, bien sûr, était paysan, mais lui était dans, disons, une vie simple, mais hors du besoin. Et donc il a 10 ans, il va au petit séminaire, parce que là, on détecte tout de suite qu'il est quand même doué pour les études. Ça, le prêtre de Eugon l'avait détecté. Donc il arrive dans un petit séminaire à C qui est plutôt sympathique. Il y avait une vraie ambiance et une ambiance très de travail, puisqu'il y avait à la fois des sorties, des mystères et du théâtre. On jouait à la coupole, hein, on jouait à l'institut. Il y avait un institut grégorien, une société littéraire, scientifique et artistique fondée parmi les élèves du petit séminaire pour développer et encourager les talents. Donc pendant une trentaine d'années, vous aviez des élèves qui faisaient des présentations, les consignaient dans des gros volumes, à la main bien sûr, et donc ils s'amusaient à être des académiciens, voilà, tout simplement. Donc le petit séminaire était à l'époque assez renommé. On a la chance d'avoir un témoignage non pas de l'abbé Le Tac, mais d'un de ses coreligionnaires qui est venu à la SHAO faire une conférence en 1914. Donc ce Charles Turgeon est devenu doyen de la faculté de droit de Rennes. Donc il a donc montré comment on vivait à l'époque au petit séminaire. Donc les professeurs visaient moins à faire de nous des lettrés et des intellectuels que des esprits droits et justes aimant leur pays. Il faut voir que la guerre de 70 se profile à l'horizon. Et nous étions très simples et très unis dans la plus franche et la plus confiante camaraderie. Apparemment, c'était quand même un lieu où on avait, disons, un bon temps. Et vous avez ici, au niveau architectural et urbain, l'emprise du petit séminaire. Donc ceux qui sont venus à la sortie ce matin ont vu, c'est quelque chose d'assez énorme. Hein, donc il y avait, semble-t-il, entre 1000 et 1200 élèves à la fois, puisque on passait donc entre 10 ans et 17 ans. Hein, on allait jusqu'au baccalauréat. Et bien sûr, on faisait des sorties. Là, voilà, par exemple, une sortie à la grotte de Saint-Rémy à C. Et c'est là que l'abbé Le Tac, vraisemblablement, est tombé dans le chaudron du naturalisme. Parce qu'il y avait un fameux abbé qui s'appelait l'abbé Bélin, qui enseignait à lui seul l'algèbre, la géométrie, la chimie, la physique et les sciences naturelles. Et dans son laboratoire où s'entassaient pêle-mêle des vieux instruments maintes fois raccommodés, le cher homme évoquait plutôt l'image des alchimistes d'autrefois. Donc on imagine bien l'ambiance. Alors que les sciences avaient été regardées longtemps comme subalternes, elles avaient pris leur revanche dans les établissements ecclésiastiques. En fait, voilà, Charles Turgeon raconte que les sciences commençaient à porter, à faire partie de l'éducation des séminaristes. Et vous avez là le petit bulletin d'archéologie du petit Arthur Louis Le Tac, dans lequel il y a des plantules qui sont en train de sécher. Donc vous avez déjà effectivement une vocation qui est en train de naître. Et à cette époque-là, au petit séminaire, on avait un jardin botanique
qui a disparu après. Et le jeune le jeune Arthur Le Tac, il signait Arthur à l'époque, hein. Louis étant un prénom de lignée, il ne signait que Arthur. Et le jeune Le Tac, donc, s'en occupait avec l'abbé Bélin, il était tout à fait volontaire pour ce genre de choses. Et on s'aperçoit que cet abbé Bélin a donné maintes vocations scientifiques à C. Là, vous avez les ruchers qui ont été mis en place par un abbé Bisson, qui avait une dizaine d'années de moins que l'abbé Le Tac, mais qui a été un fou d'abeilles et qui a mis en place des ruchers écoles au petit séminaire. Il n'y en avait pas qu'un, hein, il y en avait 4. Donc vous imaginez un peu l'esprit aussi entrepreneurial qu'il y avait derrière. Et puis, bien sûr, tous les naturalistes connaissent l'abbé Olivier, qui était pratiquement du même âge que l'abbé Le Tac, et qui a, lui, inventé pratiquement une discipline. Tous les dimanches après la messe, il allait à la recherche des lichens. Et donc, il est devenu lichénologue. Alors ça, c'est un peu le contraire, le pendant de l'abbé Le Tac, qui, lui, était très éclectique. Certains ont creusé des sillons avec beaucoup de bonheur scientifique. Après le petit séminaire, bien sûr, là, il s'est destiné à la prêtrise, donc c'était son choix. Donc, entre 1872 et 79, il s'est retrouvé à l'abbaye Saint-Martin, donc un grand ensemble de 13 hectares au centre de C, avec cette rosace magnifique de plus de 500 tilleuls. Et il a fait à l'époque tout la lignée de ce qu'on faisait à l'époque, hein, donc c'est-à-dire la tonsure, les ordres mineurs. Une année de professorat à Mortagne au cours de sa formation. Et il a été ordonné en 1879. Donc vous imaginez le terrain de jeu et de prospection que déjà le grand séminaire représentait. Et à Mortagne, donc, effectivement, il arrive donc à l'établissement, à l'école Bignon, donc l'établissement de l'hôtel Pigeon, et il commence à publier. Il publie dans l'Écho de l'Orne, comme disait Peter, c'est-à-dire dans le journal local. Et son tout premier article, c'est « Mais quelle était la capitale de l'ancienne province du Perche ?» Donc on voit la personne qui s'intéresse au lieu où il est. Et puis, très vite, quand même, forcément, il était quand même poursuivi par la botanique, la bryologie et les courses botaniques aux environs de C. Et puis, la visite de ce monseigneur Accard, évêque de Verdun, bien sûr, il fallait quand même en rendre compte. Alors, cette époque était une époque où on allait dehors, vraiment beaucoup. Vous avez vu que les petits sortaient, mais les grands aussi. Regardez les grands séminaristes en excursion, là, ils ont l'air quand même de bien s'amuser. Et puis, c'est pas parce qu'on a une soutane qu'on peut pas grimper sur des rochers. Donc, non, faut pas imaginer qu'ils étaient un peu guindés. Non, pas du tout. Voilà les photos qui l'attestent. Le voilà donc ordonné prêtre le 9 juin 1879 et il est nommé vicaire à Écouché. Et là, il continue à publier 4-5 articles par an, notamment dans le bulletin de la Société Flammarion d'Argentan. Et puis on voit qu'il fait ses premières traductions, anglais, italien. Puis ça va venir bientôt l'allemand, bien sûr le latin, parce que le latin il le maîtrisait bien. Il est nommé curé à Saint-Germain-d'Aulnay, donc c'est dans le coin de sa naissance, pendant 2 années. Et là, il continue dans ce petit village à publier. Il entame son compagnonnage avec la Société Linnéenne de Normandie, qui est la première société à laquelle il a adhéré et qui fut vraiment sa référence scientifique. Et le voilà curé de Ticheville. Ticheville, c'est tout près de Gond. Alors vous imaginez la vie dans un village de à peu près 500 habitants à l'époque, pendant 5 années. Et ces 5 années-là, il a continué à écrire et à se passionner aussi pour les personnes. Donc des personnes qui, là, vous avez l'herbier pichonnier. Et puis, commencer des traductions aussi en allemand et en latin. Il s'est intéressé à un chirurgien, membre de l'Académie des sciences de Vienne, qui était assez passionnant au niveau naturalisme. Et 89 a été déjà une bonne année de publication, puisqu'il y avait quand même 20 publications dans l'année, dont les premières publications zoologiques. Alors là, vous allez à une petite citation, c'est que j'ai appelé ça Solidarité tichevilloise, parce que le jeune Louis-Hyacinthe Thomas, qui est né en 1846 à Ticheville dans une famille de pauvres cultivateurs, et là vous avez comment l'abbé Le Tac écrivait sur ses amis. Il fit ensuite des études médicales à Paris, tout en donnant des leçons pour assurer sa subsistance. Il apprit la plupart des langues d'Europe, l'allemand, l'anglais, le flamand, le norvégien, le suédois, le russe, l'italien, le portugais, l'espagnol, et devint professeur à la faculté de médecine de Paris. Vous voyez que de Ticheville, on peut aller très loin. Et regardez, là, on va commencer à rentrer dans le corps de ce qu'était le vécu de l'abbé Le Tac, sachant combien les travaux d'érudition sont difficiles quand on est isolé au fond de la campagne et réduit à de très modiques ressources.
on, on voit qui parle là. Hein. Il se montrait heureux lorsque j'habitais Ticheville de seconder ma bonne volonté en faisant pour moi des recherches dans les bibliothèques de Paris. C'est pour ça qu'on fait l'hypothèse que l'abbé Le Tac n'a jamais vraiment beaucoup voyagé, parce qu'il demandait à tous ses amis de faire des recherches pour lui. Et si j'ai pu ajouter quelques documents nouveaux à l'histoire et à la bibliographie scientifique de l'ordre, ça on peut dire oui, je lui dois surtout à l'obligeance de cet excellent ami. Donc voilà un peu aussi, en 3 mots, comment fonctionnait l'abbé Le Tac. Il fonctionnait avec un réseau très très fort. Et il est nommé en 1890 aumônier des Petites Sœurs des Pauvres. C'est une tâche différente de celle d'être curé. Alors, il était très pris parce que, évidemment, il fallait quand même le service aux vieillards qui étaient pris en charge par les Petites Sœurs. Donc, il se levait à 4 heures du matin, il disait sa messe, il allait voir tous les pensionnaires, faisait des instructions, assurait les fêtes et tout ça. Mais il était quand même relativement libre. Il est vraisemblable que son esprit scientifique et ses publications ont sans doute attiré l'attention de sa hiérarchie et qu'il a été nommé là pour avoir du temps pour être scientifique. Donc il y avait une vraie compatibilité entre son sacerdoce et son activité scientifique. L'une des rares photos de l'abbé Le Tac, le voilà pendant ses obligations sacerdotales. Donc il est, vous voyez, un grand et assez imposant. Donc il est à l'église de Montsort, à la première messe de l'abbé Guerchet, un de ses collègues. Alors la vie religieuse à l'époque, il faut se rendre compte qu'ils étaient quand même nombreux les prêtres, voyez. Donc ils n'avaient pas non plus une surcharge de travail comme aujourd'hui. Donc là vous avez la rue que nous avons vue ce matin avec les séminaristes qui rentrent. Donc vous pouvez imaginer ce que ça a signifié. Et par exemple, dans les sociétés savantes à l'époque, 60 prêtres sur 256 membres de la SHAO, ça vous donne une idée à peu près de la relativité, de la présence des prêtres dans les sociétés savantes. Il y avait du monde dans les rues quand il y avait des fêtes, hein, voyez. Regardez ça un peu. Et que ce soit la mairie, là j'ai mis la mairie ou la cathédrale, on mettait les drapeaux. Là, on est en 1914, donc bon, ça explique beaucoup de choses, mais malgré la séparation de l'Église et de l'État, il y avait quand même une grande connivence. Hein. Quand il fallait être français, on était français, que ce soit l'État ou l'Église. Et il y avait du monde. Tout le monde était dans la rue, donc une vie religieuse intense, mais plutôt, je dirais, évidente. Alors, comment est-ce que l'abbé Le Tac a pu avoir cette compatibilité très forte et cette reconnaissance même de scientifique au sein de l'Église ? Il est à l'époque de Léon XIII. Léon XIII est celui qui a ouvert les archives du Vatican, qui a fait une encyclique qui s'appelait « Liberté, le plus noble des biens de nature » et qui a dit « Les artistes et les scientifiques doivent être libres de rechercher où ils veulent et ce qu'ils veulent », ce qui pour l'Église était quand même un grand tournant. Et ça a été aussi le pape qui a fait l'encyclique, pour ceux qui s'intéressent, de la doctrine sociale de l'Église, qui est toujours valable, hein, qui s'appelle Rerum Novarum. Donc une connivence entre le service social de l'Église et l'ouverture aux sciences. Donc l'abbé Le Tac était dans une époque où on pouvait sans problème avoir une très grande compatibilité entre la liberté du scientifique et la liberté de la foi. C'est ça je crois, qui lui a permis de faire avec beaucoup de brio sa carrière. Alors il avait une double préoccupation suite à ça, donc il était quand même sans doute dans cette ligne, avec de collecte scientifique et d'éducation populaire. Et les sorties permettent cela, c'est-à-dire que les sorties, tout le monde peut venir, y compris les femmes d'ailleurs, ne soyez pas surpris, il y a beaucoup de dames en robe dans ces sorties, et même des enfants, vous voyez. Et il a donc été membre de la Société Linnéenne. On avait dit qu'on ferait un petit tour de ce qu'il avait parcouru comme société savante. La Société historique et archéologique, il est devenu membre en 88, secrétaire en 1900 suite à l'abbé Homais. Société d'horticulture de l'Orne, il en a été nommé membre honoraire près de 10 ans après sa mort. Donc il est toujours quelque part membre de la SHO. On ne sait pas trop s'il a été membre ou s'il a été seulement correspondant de la Société d'agriculture, des sciences et des arts de la Sarthe et de la Société des Amis des sciences naturelles de Rouen, où il a beaucoup écrit. Et il a été membre dès sa création, donc membre nommé pour sa compétence en 1906 de la commission départementale des sites et des monuments naturels. Il a été toujours extrêmement fidèle à cette commission qui avait un pouvoir, je dirais, politique. Et puis il a été nommé, comme disaient Peter et Cédric, officier d'académie en 1911 sur proposition du maire de C.
Alors, on fait à la fois, il faisait une quête scientifique, donc c'est effectivement, par exemple, il a travaillé sur l'inventaire des arbres remarquables en lien avec Gadot de Kerville, son collègue de Rouen. Et il avait une approche assez, je dirais, holistique, complète. C'était un scientifique, certes, mais il était très politique aussi, hein, parce qu'il fallait protéger la nature. Et puis, il avait aussi toujours une ouverture, je dirais, artistique et une valorisation. Il était très proche de la valorisation littéraire ou picturale de tout ce qui se passait là. Et bien sûr, ces sorties, c'était pas seulement scientifique, c'était aussi la convivialité. Et puis, il organisait beaucoup d'excursions. Il allait rarement à des excursions à l'extérieur de l'Orne, mais par contre, il en organisait, comme ici, la Linéenne était venue à Bagnoles, et le voilà là. Pratiquement, c'est le seul prêtre hein, de cette excursion, cette fois-là. Vous le reconnaissez maintenant. Donc la méthode, vous voyez, elle traverse les siècles, puisque les excursions, vraiment, ça se ressent, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Hein? Alors évidemment, il n'y a pas les mêmes moyens de transport, il n'y a pas tout à fait les mêmes accoutrements, mais regardez, c'est incroyable. Le hasard fait que on est quand même très proche. Et les bords de route, on est toujours passionné par les bords de route. Hein. Et avec des moyens de transport variés. On vous le disait ce matin, donc vous avez des chevaux avec des voitures hippomobiles, des camions, parce que quand même ça s'est motorisé hein, à force. Hein. Au début des années 1900, vous aviez aussi les automotrices et bien sûr les trains, parce que les trains étaient extrêmement... il y avait un réseau très très serré, donc c'est très drôle parce que les comptes rendus d'excursion commencent souvent par « au bord de la voie ferrée, j'ai trouvé ». C'est-à-dire que vraiment, on descend et on commence l'excursion au bord de la voie ferrée. Mais il y a toujours des choses au bord de la voie ferrée. Donc voilà, là c'est un hommage à Feu la Garde C. Alors la rencontre était créatrice de savoir par tous les temps. Vous l'avez vu ce matin. Regardez ça, comme elle est drôle celle-là. Je crois qu'il faut vraiment pas avoir une image guindée de ce qu'était cette époque. Je veux dire, c'était des gens comme nous, quoi, vraiment comme nous, avec cette même curiosité, avec cette même envie de découvrir et cette même franche camaraderie, je dirais. Alors, pour quand même, après les excursions, hein, on décrotte les bottes et on prend des notes, on prend le microscope, on regarde un petit peu, on regarde la bibliographie, parce que là, quand même, arrive la démarche scientifique. On écrit beaucoup à ses collègues, là, il y a une correspondance assez intense. Là, vous avez Muséum d'histoire naturelle, tiens, vous avez une Nitella conservasada, donc ça m'intéresse. Et puis ici, qu'est-ce que c'est? C'est l'Observatoire royal de Bruxelles, c'est l'Observatoire astronomique. Là, il avait une question à poser en astronomie. Donc tout de suite, on prenait la plume, on écrivait le réseau. C'est un réseau extraordinairement dense. Et l'abbé Le Tac envoyait toujours ses tirés à part d'articles à l'évêque, à ses amis. Et voilà, donc il faisait aussi des relevés météo un petit peu. Bon, il n'a pas été très, très, très régulier, mais enfin bon, il n'avait pas le temps non plus de tout faire très, très bien. Il faisait tellement de choses aussi, cet homme. Et voilà, donc on arrive à une œuvre naturaliste, mais qui est une œuvre naturaliste, je dirais, contextuelle. C'est-à-dire que la curiosité était éclectique. Et le souci, c'était la transmission. Vraiment, c'était pas publié pour laisser son nom dans l'histoire. Pas du tout, c'était hors de son souci. C'était publié pour transmettre de la connaissance, de la méthode et une certaine éthique. Et bien sûr aussi, alors ça, il était très étonnant là-dessus, c'est que les langues étrangères lui étaient vraiment familières. Il se débrouillait, regardez comment il se débrouillait. Il écrivait le texte, il cherchait les mots dans le dictionnaire et après, il mettait une hypothèse de ce que ça pouvait vouloir dire. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à cette méthode, c'est pas qu'il parlait toutes les langues là, puisqu'il a fait pas mal de traductions, y compris du suédois, c'est qu'en fait, s'il voulait savoir ce qu'il y avait dans un texte, rien ne pouvait l'arrêter. Avec un dictionnaire, là, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et bien sûr, il s'occupait aussi d'archéologie, de patrimoine. Il était... Alors là, c'est la petite église du Douai-Artus qui a été accolée au village de Eugon, son propre village. Et il s'est battu parce que la municipalité ne s'en occupait pas du tout. Il a mis 8 ans, alors il faisait appel à la générosité privée, il a été sur l'injonction publique, il a été chercher le préfet pour que le préfet oblige le maire à faire les réparations, etc. On voit les mêmes méthodes qu'aujourd'hui hein, pour le côté patrimoine. On a une parole extrêmement libre. Écoutez ça. Les vieux arbres, ces témoins si intéressants des âges passés, ne mériteraient-ils pas d'attirer davantage l'attention des pouvoirs publics ? Il faudrait les protéger par une loi.
Il me semble souverainement regrettable que par suite de l'incurie administrative, les communes ou les particuliers insouciants puissent laisser disparaître les plus beaux ornements des bois, des jardins et des champs. Alors ce n'est pas un bulletin de l'AFO, hein, c'est bulletin SHO 1895. Vous imaginez quand même bien qu'avec une telle perception de ce qu'il faut faire, l'abbé Le Tac ne puisse être que le père spirituel de l'AFO, pratiquement. Et puis, il était très novateur. Regardez, de nos jours, l'anglais, l'allemand ou l'italien sont presque aussi nécessaires aux naturalistes que le scalpel ou le microscope. Pour lui, effectivement, même s'il c'était un ornais vraiment très fort qui n'a travaillé que dans l'orne, sans doute pour des raisons financières aussi, d'emploi du temps, il était complètement ouvert sur le monde. Et puis alors, il avait un humour extraordinaire. C'est ça qui est dommage, qu'il n'y ait pas eu de biographie juste après son vécu. Il n'y a plus personne maintenant qui l'a connu. C'est que, regardez, un jour que l'abbé cherchait des libellules, ça c'est Auguste Chevalier qui nous raconte ça en 1955, donc 30 ans après sa mort. Connu en Normandie sous le nom de Demoiselle, nous l'entendîmes dire « Hélas, que penseraient les braves gens s'ils savaient qu'un prêtre recherche des demoiselles ?» Il faut quand même avoir une liberté et une voilà, c'est ça, c'est l'abbé Le Tac. Donc vous avez son air bourru là, et sans doute très sympathique en fait. Et il a été le biographe, mine de rien, de près de 300 ornés, grâce à déjà 97 articles spécifiques, et puis une bibliographie scientifique du département de l'Orne avec 150 notices. Alors vous avez toutes les disciplines auxquelles il s'est intéressé. Alors, il avait une méthode, une vraie méthode, c'est l'hommage aux devanciers et aux laborieux ignorés. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les devanciers, c'est ceux qui nous ont précédés. Donc, tous les scientifiques, comme disait Peter ce matin, on ne fait pas un travail scientifique sans savoir ce qui a déjà été publié sur le sujet et sur le lieu. Voilà, on fait d'abord ce premier inventaire total. Et les devanciers nous ont appris beaucoup. Et puis, les laborieux ignorés, ce sont les gens de peu, mais qui en fait font beaucoup. C'est-à-dire que vous avez entendu parler ce matin de l'abbé Guthrie à Massé, qui a donc retrouvé l'Athyrus pannonicus. Il était géologue à ses temps perdus. Eh bien, Albert de Lapparent, lui-même, c'est-à-dire le grand géologue de l'Académie des sciences de France, est venu à Massé voir la collection de l'abbé Guthrie, parce qu'elle était intéressante. Et du coup, il est reparti avec un certain nombre de pièces, aujourd'hui déposées au musée de l'Institut catholique de Paris. Donc vous voyez que, en fait, les gens de peu, les laborieux ignorés, comme il les appelait, sont des gens auxquels l'abbé Le Tac a porté énormément d'attention, ce qui explique les biographies. Et puis, il y a ça aussi, le monde appartient à l'énergie. Alors ça, c'est une expression qu'il a citée dans Tocqueville. Et on a une espèce de force qui émane de ses écrits et de sa correspondance. Regardez comment Gadot de Kerville s'adresse à lui. « Cher monsieur et infatigable collègue ». Alors on imagine déjà qu'il est un peu admiratif. Il dit, mon sang, il a une puissance de travail, celui-là. Bon, Gadot de Kerville était pas mal non plus. Et regardez tout ça. Ils doivent rester nos modèles à tous. Ce furent d'incomparables travailleurs. Et puis le docteur Thomas, il sait joindre cette volonté forte, opiniâtre et persévérante qui est la première condition du succès. Donc on voit que c'est quelqu'un d'une force de travail et qui loue la force de travail et qui trouve un vrai plaisir à ça. Donc là, quand même, je vous cite, parce que je vous l'avais promis ce matin, ce que l'abbé Le Tac disait sur la presse locale. La presse locale gagnerait beaucoup en intérêt et en utilité si, au lieu de polémiques stériles, de feuilletons et de chroniques qui ne semblent pas toujours écrits pour des lecteurs honnêtes, elle imprimait de temps en temps quelques notes d'histoire naturelle appliquées. On rendrait, à mon avis, un véritable service à nos paysans, qui n'ont ni les loisirs ni les connaissances nécessaires pour étudier de longs traités, en leur indiquant dans des articles courts et lucides les moyens à prendre pour protéger leur récolte, multiplier leurs gains et accroître leur aisance. Voilà, donc la presse locale n'a pas beaucoup changé. L'almanach était effectivement le livre qu'on avait dans toutes les maisons, et donc l'abbé Le Tac a écrit dans à peu près 80 articles dans des... Et alors, que nous reste-t-il de l'abbé Le Tac? Il nous reste sa photo ici, il est là, regardez. Donc là, c'était à la Fosse Artour, on ne sait pas trop en quelle année. Il nous reste effectivement, donc il est mort en 1923, il a eu une opération de la prostate, il devait sortir, il a attrapé une congestion, il est mort de façon assez subite, en 2 journées. Donc il nous reste une rue de l'abbé Le Tac, il nous reste un vitrail à Eugon, et il nous reste aussi l'image qu'il nous a donnée de la société dans laquelle il a traversé, une image effectivement un peu joyeuse, curieuse et libre, avec
le plaisir de la connaissance. Parce que le vrai moteur, c'était le plaisir. Chacun peut, par son assiduité, arriver à l'estime publique et, ce qui vaut mieux encore, se procurer un plaisir sérieux et durable. Donc c'était un homme qui était heureux, magnifiquement heureux. Regardez, Auguste Chevalier, donc toujours le même, hein, qui a écrit en 1955 une nécrologie, il s'est révélé à ma jeunesse lors d'une excursion dans le marais de Briouze en 1892 comme une de ces natures d'élite que l'on aime à suivre tout au long de sa vie, car elles savent, par leur désintéressement et leur amour pour le vrai, le beau et le bien, enthousiasmer tous ceux qui les approchent. Eh bien, ça dure encore, figurez-vous. Et donc, le biographe qui n'a pas eu de biographie est mort en 23 et a eu une biographie à Alençon le 12 septembre 2015. Voilà, merci.